Je me présente, Francis Robichaud, directeur de l'innovation. Ça fait maintenant 6 ans que j'œuvre à créer de la valeur chez PetalMD pour le système de la santé. C'est un plaisir d'être ici encore cette année. J'y étais l'année passée, puis on m'a demandé de répéter l'activité de début de l'année dernière, c'est-à-dire un exercice, étant donné qu'on est tous on œuvre tous en santé, eh bien, on va faire un petit exercice matinal pour se réveiller. Fait que je vais vous demander de vous s'asseoir avec une bonne posture sur votre chaise, de tourner la tête à la droite et de faire des bonjours à votre voisin. Si vous ne le connaissez pas, dites-lui bonjour, enchanté. Excellent. Maintenant à la gauche, on porte la tête à la gauche, bonjour, enchanté. On m'avait proposé de faire la vague, là, mais je vais me garder une petite gêne à 9 h ce matin. Donc, un peu de sérieux, je reviens à l'urgence de numériser le réseau de la santé. Premièrement, moi, pourquoi je travaille chez PetalMD, puis pourquoi je me lance le défi de travailler en santé? On s'entend qu'il y a des défis monstrueux devant nous. On a une population vieillissante, on a des besoins grandissants. Donc, on se retrouve avec des défis démographiques et des budgets assez limités pour réussir à changer le système. C'était super inspirant, la présentation précédente. On a des opportunités de conjuguer la technologie avec les besoins pour créer de la valeur et aider les patients à avoir un meilleur accès au système de santé et aussi de continuer à promouvoir la qualité des soins. Quand on se promène dans les hôpitaux, quand on parle aux médecins, quand on parle aux patients, c'est unanime. Au Québec, on a des sommités en médecine et dans les établissements de la santé, les gens sont pris en charge et la qualité des soins offerts aux patients est de niveau top mondial. Fait qu'on peut être très, très fiers de ça. Ceci étant dit, oui, il y a encore de l'amélioration à faire pour l'accessibilité, pour la simplification du parcours patient. Et PetalMD, on est juste une fraction, on est juste un acteur dans l'écosystème de la santé. Mais en tant qu'entreprise ici du Québec, qui a été fondée il y a 10 ans en tant que start-up et qui maintenant vit une croissance internationale, c'est vraiment une chance qu'on a d'aider nos familles, nos amis, nos collègues à vivre dans un système, dans la société, plus en santé, bref. Si on regarde un petit peu l'octroi des budgets, je pense que c'est de 2017, on a travaillé avec le HEC, Joanne Castonguay, qui est économiste au HEC, et présentement, on se retrouve où on a dépassé 50% du budget au Québec qui est octroyé à la santé et aux services sociaux. 50%, c'est déjà une très bonne fraction du budget, mais avec les défis démographiques qu'on a, comme je parlais, la population active qui s'en va vers la retraite, on parle beaucoup des baby boomers, on parle de vieillissement de la population, on parle aussi de burn-out. Donc, en contrepartie, on parle beaucoup de burn-out de médecins. Je vous donne un exemple. Hors Québec, on travaille avec le CHU de Grenoble où, malheureusement, il y a des suicides de médecins. Fait que c'est un peu ironique. On dit, bon, les médecins ont parfois des très bonnes conditions de travail, mais la réalité, c'est qu'ils ont une pression puis ils ont une conscience sociale du devoir de bien desservir le patient. Ça met une pression très forte sur plusieurs acteurs de la santé. Puis on se retrouve où il y a des burn-out, parfois des suicides. C'est super dommage. Et bref, il faut prendre action pour un peu simplifier tout ce qui est lourdeur administrative dans le système public et permettre aux médecins et aux autres acteurs de la santé de leur libérer du temps et de faire ce pourquoi ils travaillent en santé, c'est-à-dire d'avoir des contacts directs avec les patients et de les guérir. En travaillant avec Joanne Castonguay, l'économiste dont je vous parlais, on se rend compte que si les paradigmes ne changent pas, d'ici 2050, c'est 100% du budget du Québec qui devrait être octroyé à la santé. On sait que c'est pas réaliste. On veut continuer d'investir dans les infrastructures, en éducation et dans les autres services. Mais les choses ne changent pas. Ça serait jusqu'à 70 milliards qui devraient être octroyés en 2050 en santé. PetalMD, ça reste simple. Quand on a fondé l'entreprise il y a 10 ans, c'était dans le but d'éliminer le papier dans les hôpitaux. Notre plus gros compétiteur, des fois je le dis, pour ceux qui connaissent la télésérie The Office, il y a un personnage qui s'appelle Dwight Schrute, c'est un monsieur en veston brun, et il y a une pagette sur la hanche, et lui, c'est le vendeur numéro 1 de papier. C'est une compagnie de papier, et c'est le top vendeur de papier. Des fois, la blague, je dis que mon but premier chez PetalMD, c'est de faire perdre la job à Dwight Schrute, le vendeur de papier reconnu international de Dunder Mifflin. C'est sur Netflix, c'est une super série si vous voulez l'écouter.
Mais bref, PetalMD s'est attaqué à la gestion du papier et des horaires de médecins. Pourquoi on le fait? C'est fort simple, c'est qu'on s'est rendu compte avec un groupe de 12 chirurgiens au Saguenay qui avaient du temps consacré de médecins spécialistes à créer des horaires. On parle parfois en département de 50 heures, des fois on parle de 200 heures sur une année, où ce qu'un chirurgien, un dimanche soir, un lundi, un mardi, au lieu de voir des patients et désengorger les listes d'attente, va passer du temps à créer des horaires. Le processus est super manuel et super papier. C'est des post-it, c'est des horaires, des fichiers Excel, des horaires papier, des napkins envoyés par des collègues. Le but, c'est de faire l'amalgame de toutes les demandes et les besoins d'un hôpital pour offrir des services à travers les spécialistes. Les médecins sont des travailleurs autonomes, donc il y a une certaine liberté dans leur pratique, mais il y a des obligations quand même dans les établissements. Bref, c'est ce qu'on a fait. On a mis l'intelligence artificielle, on a des algorithmes hyper poussés en mathématiques qui nous permettent de digitaliser les horaires et de les créer avec l'aide d'un seul bouton en respectant tout ce qu'il y avait dans la tête d'un médecin qui comprenait cette complexité-là. Et maintenant, on leur fait sauver 80% du temps. Le but étant de prendre ce spécialiste-là et, encore une fois, de le ramener à voir des patients plutôt que de gérer du papier. PetalMD le fait beaucoup, mais la raison pourquoi on a réussi, c'est qu'on s'est assis avec les médecins, on crée de la valeur. Puis une fois qu'on a réussi ça, bien, ça s'est pollinisé à travers les autres départements, à travers plusieurs CIUS. Et après, bon, il y a des médecins qui sont venus faire des fellows de l'extérieur à McGill, qui ont vu notre technologie, qui ont ramené ça en Europe. Même chose un peu partout au Canada. Fait qu'en gros, ce qu'on fait, bien, on digitalise l'horaire. Une fois que ça c'est fait, les établissements de santé ont le même défi. Si vous vous promenez sur les étages d'un hôpital, vous allez voir encore des fax. Donc, à chaque fois qu'un horaire est changé sur PetalMD, il y avait, on s'excuse auprès de ceux qui avaient à faire ça, mais il y avait un besoin de faxer les nouveaux horaires mis à jour à travers tous les étages et tous les établissements. Fait qu'on s'est assis en deuxième phase avec certains hôpitaux pour digitaliser complètement la liste de garde et les tâches cliniques. Fait que maintenant, on se retrouve où on a des déploiements dans certains CIUS de 6 hôpitaux, donc 6 sites indépendants, où 100% des horaires sont digitalisés. On a travaillé en dehors du Québec aussi avec Humber River. Ça a été le premier hôpital en Amérique du Nord à être 100% paperless, sans papier. Donc, on a fait ça en 2015. On a lancé l'hôpital. L'hôpital, ils ont construit un nouveau site. Puis, on les a aidés dans la digitalisation des horaires. Outre l'Ontario, on fait ça aussi au Québec. C'est vraiment une fierté, par contre, d'arriver dans une place puis de voir sur les écrans, sur les étages, tout le personnel médical consulter les horaires de PetalMD pour savoir qui est de garde, qui doit prendre en charge mon patient. Ça peut paraître banal, mais dans la réalité, c'est que des fois, un patient qui est à l'urgence, qui doit être transféré, si on a besoin d'une consultation d'un pédiatre de garde, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 30-45 minutes avant de réussir à connecter les deux médecins ensemble. Il faut passer par la téléphonie page l'autre médecin, le médecin rappelle la téléphonie et finalement, les deux médecins peuvent se parler. Ça met à risque, dans certains cas, la santé et la sécurité des patients. Fait que quand on a toute l'information digitale, ben ça vient simplifier parce que les médecins peuvent se texter dans un environnement sécuritaire et ainsi prendre en charge plus rapidement les patients. Quand on parle de numériser le système de santé, l'urgence de le faire, je conjugue la première stat que je vous montrais, bien, dans la réalité où ce qu'on a des technologies disponibles. Je parle de PetalMD, mais je parle de tous les gens ici qui sont tous des acteurs constructifs dans la santé. Il y a de la technologie, de la propriété intellectuelle fantastique au Québec. On a la chance, moi premier, j'ai la chance de me promener un peu partout à travers le Canada. Je vais à Toronto, Vancouver. Je passe très peu de temps à la maison de ce temps-ci avec ma conjointe. Mais la réalité, c'est que le défi est pareil à l'extérieur. Puis quand on réalise que la technologie qu'on a ici est applicable ailleurs, ça veut dire qu'on est capable d'aller prendre des besoins à l'étranger et faire des revenus à l'étranger. Ce que ça nous permet, c'est nous, en tant qu'entreprise du Québec, de toucher des revenus et ensuite de payer des impôts ici au Québec pour réinvestir massivement dans le système de santé. Cet écosystème-là qu'on a de technologie du Québec, personnellement, je crois qu'il n'est pas maximisé. Puis, je pense qu'on a un devoir d'essayer de conjuguer un petit peu plus le public-privé. Des fois, on est vu comme l'entreprise privée. Ah oui, mais vous, je me l'ai fait dire, vous n'avez pas à cœur le patient. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est fou de vouloir travailler en santé. C'est super difficile. Ce qu'on a comme but premier, c'est justement d'aider nos familles, nos collègues
à accéder plus facilement au système de la santé. Je le disais il y a quelques semaines à Toronto, je disais c'est une mission quasiment personnelle, là, de dire que ben, moi je le fais pour moi et pour mes enfants. Si mon enfant est malade demain matin, parfois ça peut prendre 45 minutes à l'attente à 6h30 le matin pour essayer d'avoir une place au sans rendez-vous. Au sans rendez-vous. Alors que certaines cliniques qui utilisent PathNMD, dont pas la mienne, la prise de rendez-vous se fait sur le web ou sur un smartphone. En quelques secondes, je peux avoir un rendez-vous. Les gens peuvent avoir un rendez-vous sans rendez-vous. C'est fantastique. Puis la technologie existe maintenant. Un autre exemple, on voit beaucoup dans les médias présentement un gros défi sur les no-shows. Donc, un patient qui réussit à accéder au système de santé, qui peut être parfois difficile, qui est référé à un spécialiste, qui est sur une liste d'attente de 6 mois, 1 an, 2 ans, et ensuite se fait donner un rendez-vous. Un no-show, c'est quelqu'un qui ne se présentera pas à son rendez-vous. Ce que ça fait, c'est que la condition du patient peut se dégrader. Les coûts générés à toute cette chaîne-là sont astronomiques. Si on parle de rendez-vous manqué en chirurgie ou un patient qui n'est pas préparé à sa chirurgie convenablement, bien, il y a des coûts vraiment importants qui sont octroyés au système de santé et d'autres patients qui attendaient pour ce type de rendez-vous-là n'y ont pas accès. Il y a un gros débat dans les médias ces dernières semaines où on blâme le patient de ne pas s'être pris en charge, on blâme le médecin de première ligne d'avoir référé au spécialiste inutilement. Mais en gros, tout ce qu'il y a, c'est juste d'aligner un peu plus les technologies pour que les patients aient des rendez-vous sur leur appareil mobile, synchronisés avec un calendrier Google ou Outlook, puis après ça, qu'il y ait des rappels automatisés qui soient faits. Puis toute la chaîne existe déjà en propriété intellectuelle, il reste juste à la mettre en place ou à l'exploiter. On travaille, je vous donne un exemple concret, on travaille avec le Logibec de très proche, avec un centre hospitalier. On a mis en place les simples rappels de rendez-vous. On a 1 million de rappels de rendez-vous à faire en 2019. 1 million de rappels de rendez-vous. Pour l'établissement, ça représentait 26 personnes à temps plein qui devaient faire des rappels. Donc, pour assurer que tous les départements allaient réduire leur no-show, en fait, là, de passer dans certains départements de 35 de no-show à une cible de 5 ou 10 c'était 26 personnes qui devaient être embauchées et mises au téléphone. En utilisant la combinaison de Logibec et PathNMD, mais on se rend compte que la simple automatisation de ce processus-là permet d'atteindre les mêmes cibles en évitant aussi d'embaucher des 26 personnes. Fait que non seulement on répond à une certaine pénurie de la main-d'œuvre, mais on vient aussi éviter des dépenses assez importantes. Donc, en gros, je vous le répète, il y a de la propriété intellectuelle hyper sophistiquée en intelligence artificielle, comme on l'a mentionné à Montréal. Il y a des compagnies qui sont dévouées corps et âme à aider le système de santé. Puis, bien, il faut saisir ces opportunités-là si on veut réussir et éviter qu'en 2050, il y ait une trop grande proportion de budget qui soit adressée à la santé seulement. Merci.